Yes, baby. Good. Every day. Bienvenue dans la DeLorean. We're sending you back to the future. Salut tout le monde, bienvenue dans la DeLorean. Oui, effectivement, un voyage dans le temps. Et cette fois, ça sera un voyage quand même assez loin, très loin. En 1917, imaginez. Oh oui, comme il y a eu un film aussi, j'ai vu ça, qu'il y a eu un film de 1917. Bien sûr, c'est durant la Première Guerre mondiale. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé en Première Guerre mondiale au cours de l'année 1917. Mais pas juste ça, hein. Il y aura quand même de belles choses aussi qui va arriver également. Il y a quand même pas juste de la guerre en 1917, mais c'est ça. Il y aura même... oui, finalement, on peut relier la rive nord et la rive sud de Québec, finalement. Oui, avec la travée centrale du pont de Québec. On va parler de ça. Et également aussi la fondation d'une ville importante, une épicerie qui va devenir majeure au cours des années et des décennies à venir. Donc, tout ça. Et il y aura plein de petites affaires, là, tu sais, puis c'est ça, il n'y aura pas juste la guerre. C'est ça, il y a beaucoup d'explosions, ça, vous allez le voir. Mais bon, on était à cette époque-là aussi, là, les barèmes de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, nous, on commence tout de suite en musique, pourquoi pas, numéro 10. Oui, c'est un top 10 cette semaine, top 10 de 1917. Et c'est avec Anna Whitten et la chanson Mississippi dans la DeLorean de 1917. I used to go to school, and when it came to spelling, I was awful as a rule. I couldn't spell a single word where S's were concerned, but I tried hard to overcome my lisp, and success comes in return. Now, that word Mississippi, that was awful hard to spell, but now I will convince you that I can spell it, and spell it well. M-I-S. F-I-S. F-I-C-C-I. That used to be so hard to spell. It used to make me cry. But since I studied spelling, it's just like pumpkin sight. M-I-S. F-I-S. F-I-C-C-I. A lot of words would trouble me. Bananas was no sin. Sarsaparilla, that was hard to spell, but I could spell it at a pinch. But words like systematic, psychological, and such, gee, when it came to spelling those, I really was in Dutch. I can't spell Cinderella, and sausages, that's tough. But I can spell Mississippi, and believe me, that's a nap. M-I-S. F-I-S. F-I-C-C-I. That used to be so hard to spell. It used to make me cry. But since I studied spelling, it's just like pumpkin sight. M-I-S. F-I-S. F-I-C-C-I. Give me something to spell. Massachusetts. That's easy. That's in Boston, ain't it? That used to be hard to spell. That's F-I-C-C-I. It's just like pumpkin sight. M-I-S. F-I-S. F-I-C-C-I. Anna Whitten
Hills, Mississippi, ou M-I-S, S-E-I-S-S-E-H-P-P-E. Donc, effectivement, la chanson Mississippi. Bref, c'est ça. Donc, qui est Anna Wheaton? Ben, elle est née aux États-Unis, en Georgie, en 1894. C'est sûr qu'aujourd'hui, même les musiciens, là, peu importe qui, là, je pense qu'ils sont tous décédés. Là. Je serais bien surpris. De toute façon, on en aurait entendu parler. Là. Ça serait dans les records Guinness en ce moment de longévité. Là. Donc, c'est à peu près juste des gens qui sont nés au 19e siècle. Donc, effectivement. Puis, elle est décédée en 1961 à l'âge de 67 ans. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour ce qui est de Madame Anna Mercer Wheaton, de son vrai nom? Ben, c'est ça, elle était aussi actrice, hein, parce que il y avait beaucoup, faut dire, à l'époque, dans les troupes, c'était beaucoup des troupes qu'il y avait, et puis souvent, ben, tu chantais et tu étais acteur, là, tu jouais un rôle aussi dans une genre de pièce de théâtre. Elle a fait Broadway, et puis elle a joué dans Peter Pan, mettant en vedette Maud Adams en 1905. Donc, elle a joué là-dessus, et puis c'est ça. Donc, c'est vraiment là Mississippi qui est vraiment son gros hit en carrière, carrément. Alors, c'est ça, et puis, comme je vous disais, elle est décédée en 1961. Dans les troupes de théâtre, ça a été surtout dans les années 20, où elle a été très active, mais aussi, ouais, puis même au tout début, comme je vous disais, en 1905, et jusqu'aux années 20, là. Donc, elle a fait partie même aussi dans la danse de folie de Ziegler 9 O'Clock, qui avait produit ça, et également aussi, elle a fait beaucoup le Casino Théâtre, donc c'est ça, et puis c'est ça, ça a été vraiment là... une belle carrière, le Casino Théâtre, ça c'est à New York, justement. Ça a été une habituée de Broadway. Donc, quand on parle là, d'un artiste au niveau Broadway, et dans les compilations, il y a, c'est ça, c'est Mississippi qui a été numéro 2 quand même. Et puis, il y a aussi un petit peu après, Tide the Clouds Roll By, qui a marché un peu. Également aussi. Et ça a été, là, 1917, ça a été à peu près la seule année où elle a sorti des chansons. Donc, c'est ce qui est de notre numéro 10 de cette semaine, Anna Wheaton. Numéro 9, maintenant, on s'en va pas tellement loin des États-Unis, on s'en va au Canada, tout simplement, avec une francophone. Ben oui, une francophone d'Ottawa. Et c'est Eva Gauthier. Eva Gauthier, puis même que son nom, il y a un accent, là. Eva, c'est pas E, mais accent aigu. Donc, un E accent aigu, qui est une mezzo-soprano. Elle a été aussi professeure de chant. Elle a toute une voix aussi, là, tu sais. Il y a ça, là, et puis... elle va interpréter aussi le rôle principal dans le mélodrame Perséphone de Stravinsky, quand même, hein. C'est vraiment... c'est quand même assez gratifiant aussi. Elle sera... elle sera au début, elle aussi, elle commence en 1905, elle est née en 1885, elle va décéder le 20 décembre 1958, et pour ce qui est de Eva Gauthier, de son côté, elle sera la dauphine de la toute première chanteuse québécoise à percer au niveau mondial. On parle de Marie-Louise de la Jeunesse, alias Emma Albany. Donc, elle va l'accompagner dans sa fameuse tournée d'adieu au Canada. Et c'est ça, donc, elle va faire un peu comme la première partie, mais Emma Albany va jouer un rôle de mentor pour Eva Gauthier. Et c'est ça, et justement, elle va faire une tournée de 30 semaines à travers le Canada. Et ça, c'est en 1917. En 1917, ce qui arrive... c'est que, puis en passant, son oncle, c'est Wilfrid Laurier, en passant l'ancien premier ministre du Canada. Alors, c'est ça. C'est la nièce de Wilfrid Laurier. Pendant 1917, dans la tournée d'adieu de Emma Albany, il y aura une petite anecdote. C'est qu'à Québec, c'est l'ouverture du Capitole, OK?
il y avait un autre nom, faudrait que je vérifie, mais il y avait, tu sais, bon, il y a le Capitole à Québec, bien sûr, et puis au début, ça avait un autre nom, là, puis donc le Théâtre Capitole au Carré d'Hauville. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on est en 1917, et puis c'était le dernier concert justement de Emma Albany, et ce qui est arrivé, c'est que bang, il y a une manifestation, parce que ça se passe là, carrément à Québec, au Carré d'Hauville en plus. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a une manifestation, parce que là, on veut obliger les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Sauf que il y a une manifestation pour dire que non, il n'y en a pas question, là, tu sais. Et les gens vont manifester, et ça va se passer pendant le concert d'Emma Albany. Et puis, c'est ça, puis là, je cherche le nom. Et là, ben, c'est ça. Donc, il y aura une émeute qui va avoir, et ça va avoir des répercussions aussi, carrément, au Théâtre Capitole. Et ça va, c'est l'auditorium. Donc, c'est ça, c'est l'auditorium. Ça s'appelait comme ça dans le temps. Donc, c'est ça, là, les vieux qui sont morts aujourd'hui, ils appelaient ça de même, là. Ah, il y a un show à l'auditorium. Aujourd'hui, c'est le Capitole. Et ça a changé pour le Capitole. Et puis, c'est ça. Puis là, c'était le dernier concert à la vie d'Emma Albany. Et il y avait une manifestation parce que, bon, comme je vous disais, le gouvernement va obliger les jeunes célibataires de moins de 25 ans. Vous n'avez pas le choix, vous allez au front, puis ça finit là. Et là, ben, il y a eu une manifestation à Québec, au Carré d'Hauville, contre cette application du gouvernement canadien. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que, comme je vous disais, ça se passe pendant le concert au Capitole, l'auditorium à l'époque. Et c'était quand même 12 000 personnes. Et il y a des gens qui sont rentrés et ainsi de suite. Ça a comme un peu gâché le dernier spectacle à la vie d'Emma Albany. Donc, c'est ce qui a été un petit peu malheureux. Alors, ben justement, Eva Gauthier, qui était la dauphine d'Emma Albany, ben la voici en musique. Ce qu'on va écouter, je vais vous dire ça. J'ai-tu le nom ici, madame? Ouais, ça irait mieux si j'avais le titre, hein? Ouais. Ça irait un petit peu mieux. Donc, c'est ça, c'est From. C'est Air des larmes. Yes, l'air des larmes. Donc, voici Eva Gauthier. Elle avait toute une voix.
Meyer was a buyer buying ladies' wear. He took a flyer to Hawaii, studied fashion there. One day Meyer got a wire, hurry back it read. He wrote, I'm busy, I'm getting dizzy, the styles here turn my head. You say the same if you were here with me. For they're wearing them higher in Hawaii. Higher, 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 higher in Hawaii. The beautiful beach at Waikiki is not the only pretty sight that you can see. In Hawaii, the maidens there are flyer. They simply sway your heart away. Hula maids are always full of pep. All the old men have to watch their step, for they're wearing them higher in Hawaii. They're going up every day. Meyer's boss was very cross and started on his way. He took a trip upon a ship for Honolulu Bay. He found Meyer in Hawaii weaving skirts of hay. When Meyer saw him, the fever caught him. He said, I'm going to stay. I'll move my office over here today. For they're wearing them higher in Hawaii. Higher, 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 higher in Hawaii. The beautiful beach at Waikiki is not the only pretty sight that you can see. In Hawaii, the maidens there are flyer. They simply sway your heart away. When you see them dance the way they do, you won't care just what becomes of you. For they're wearing them higher in Hawaii. They're going up every day. For they're wearing them higher in Hawaii. Higher, 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 higher in Hawaii. The beautiful beach at Waikiki is not the only pretty sight that you can see. In Hawaii, the maidens there are flyers. They simply sway your heart away. When you see them dance the way they do, you won't care just what becomes of you. For they're wearing them higher in Hawaii. They're going up every day. Numéro 8 de le top 10 de l'an 1917, effectivement, Hartzell Collins et Baron Horan avec They're Warning and Higher in Hawaii. Donc, de numéro 8 pour ce qui est de l'an 1917. Avant ça, c'était Air des larmes avec la Canadienne Eva Gauthier, francophone d'Ottawa. Ah ouais, effectivement. Alors, 1917, Première Guerre mondiale, bien entendu. On souhaite que ça achève, mais on ne sait pas du tout quand ça va finir. Donc, plusieurs vont dire que les Américains n'étaient pas du tout à la Première Guerre mondiale, ce qui est complètement faux, parce que l'entrée en guerre des Américains va se faire en 1917, le 6 avril. C'est sûr, ils n'étaient pas là au début, en 1914, mais ils ont quand même participé, une petite participation des États-Unis quand même durant la Première Guerre mondiale. Le 9 avril, c'est la bataille d'Arras. La bataille d'Arras, c'est une offensive britannique, canadienne, australienne, néo-zélandaise et terre-neuvienne. Oui, on devient terre-neuvienne. Donc, parce que Terre-Neuve n'était pas encore au Canada dans ce temps-là. C'était une île indépendante. C'est en 1949 que Terre-Neuve va venir dans la Confédération canadienne. Donc, Terre-Neuve, les Newfies, il était indépendant, puis il était avec nous autres. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et également aussi l'Angleterre. Et puis, c'était contre les troupes allemandes qui ont eu lieu à Arras, en France, le 9 avril. Du 9 avril au 16 mai 1917. Ça a été une grosse bataille. Également aussi le 16 avril, il y a la bataille du chemin des Dames. Ça, la bataille du chemin des Dames, ce qu'on appelle aussi la bataille de l'Aisne,
c'est une offensive nivelle, ce qu'on appelle. Bon, c'est qu'au lieu, ça a eu lieu, bon, durant 1917, comme je vous disais, ça va, et puis c'est ça, c'est une tentative française de rupture du front allemand entre Soissons et Rheims, et puis c'est ça. Donc, c'est le général Nivelle. C'est que, bon, l'heure est venue, la confiance, le courage, et vive la France. La bataille se prolonge jusqu'au 24 octobre avec des résultats stratégiques discutés, oui, effectivement, et très, très lourdes de pertes humaines dans les deux camps. Il y a eu beaucoup de critiques contre Nivelle après ça, parce que c'est de la manière qu'il y avait... tu sais, là, c'est le cas de dire, là, quand on parle... qu'il y avait des gens que c'était de la chair à canon, ben justement, c'était bon, ben, hey, va te placer là, OK? Toi pis toi, là, allez vous placer là. OK, parfait. On va faire de quoi? OK, parfait. Alors, les deux personnes se plaçaient, mais ils se mettaient carrément, c'était pour savoir d'où venaient les coups de fusil allemande. Donc, les Allemands, quand ils voyaient, OK, parfait, il y a deux gars là, on les descend. Bang, bang, ils tuent. Mais ils se mettaient à découvert et là, on savait où ce que les Allemands étaient cachés. Donc, c'était un petit peu ordinaire, là, tu sais. Même que ça va causer quand même une mutinerie, hein. Il va y avoir une mutinerie de l'armée française, justement, entourant tout ça, là. À un moment donné, on le prend pas du tout. Également aussi... il y a la révolution d'octobre, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est la révolution bolchevique. Ben, ça se passe en 1917. Donc, la révolution bolchevique qui est menée par Lénine, hein. Alors, c'est ça, et ça a été l'échec des gouvernements qui avaient eu, bon, qui étaient issus de la révolution du mois de février face à la situation désastreuse de la Russie. Durant la guerre, parce que là, la Russie, ça allait pas bien, là, tu sais. Durant la Première Guerre mondiale, eux autres, ils ont eu beaucoup de défaites militaires. Ça a été désastreux pour eux. Des usines qui étaient peu productives, un réseau ferroviaire inefficace. Il y a aussi une crise des obus en 1915. Donc, au moment que la Russie entre en guerre en 1914, tous les partis politiques sont favorables à la participation de la Russie contre l'Allemagne. Sauf que le parti bolchevique était dirigé par Lénine et il y avait aussi le parti ouvrier. Le parti ouvrier social-démocrate, qu'eux autres ils étaient contre que le pays aille en guerre. Et là, ben, ça va causer vraiment la famille royale vraiment à être obligé, Nicolas II, à abdiquer. Et son abdication va se faire le 15 mars 1917. Et c'est en juillet 1918 bon, qu'il y aura l'assassinat de lui. Et le reste de toute sa famille, même les enfants, vont y goûter. On a un prix Nobel, effectivement. Le prix Nobel de 1917, c'est le prix Nobel de la paix. Alors, c'est ça. Et ce qu'on a fait, parce que là, on est en guerre, on l'a attribué au Comité international de la Croix-Rouge. Très bonne idée. C'était une très bonne idée qu'on a eue. Alors, c'est ça. À venir dans quelques instants, oui, on va reparler un petit peu plus du Canada. Le Canada en guerre, parce qu'on a été... un des pays les plus importants durant la Première Guerre mondiale, même en Deuxième Guerre mondiale aussi. Donc, on va parler du Canada en guerre de 1917. Mais avant, on y va en musique. On est rendu au numéro 7 déjà. Le numéro 7, et ça appartient à John McCormack. Yes, John McCormack, qui lui, qui avait quand même... qui était un chanteur qui marchait beaucoup. Et qui était très populaire à son époque. Donc, c'est la pièce Send Me Away with a Smile, Victor. Donc, voici John. Beaucoup de musique entraînante pour stimuler les gens pour la guerre. Little girl, don't cry, I must say goodbye. Don't you hear the bugle call? And the fife and drum bid the fellows come where the flag waves over all. Though I love you so, it is time to go, and a soldier in me you'll find. When on land or sea they need boys like me, you would not have me stay behind. So send me away with a smile.
little girl, brush the tears from eyes of brown. It's all for the best, and I'm off with the rest of the boys from my own hometown. It may be forever we part, little girl, and it may be for only a while. But if fight here we must, then in God is our trust. So send me away with a smile. When I leave you, dear, give me words of cheer to recall in times of pain. They will comfort me and will seem to be like the sunshine after rain. And mid shotgun shell I'll remember well, you've a heart of a soldier too. And that through this war I am fighting for my country and my home and you. So send me away with a smile, little girl, brush the tears from eyes of brown. It's all for the best, and I'm off with the rest of the boys from my own hometown. It may be forever we part, little girl, and it may be for only a while. But if fight here we must, then in God is our trust. So send me away with a smile. And it may be for only a while. But if fight here we must, then in God is our trust. So send me away with a smile. What a beautiful day. What a beautiful day. For a wedding in May. For a wedding in May. See the people all stare. Just see them stare. At the lovable pair. At the lovable pair. He's a vision of joy. He's a vision of joy. He's the luckiest boy. He's the luckiest boy. In his wedding array. In his wedding array. Hear him smilingly say. What does he say? The bells are ringing, ring. for me and my gal. The birds are singing for me and my gal. Everybody's been knowing to a wedding they're going, and for weeks they've been sewing every Tuesday and down. They're congregating for me and my gal. The parson's waiting for me and my gal. And sometime I'm gonna build a little home for you, for 3 or 4 or more, in some land for me and my gal. See the relatives there. See the relatives there. Looking over the pair. Looking over the pair. They can tell at a glance. They can tell at a glance. It's a loving romance. It's a loving romance. It's a wonderful sight. It's a wonderful sight. As the families unite. As the families unite. See, it makes the boy proud. That boy feels proud. As he says to the crowd. Says to the crowd. The bells are ringing. Hear the ring, hear the ring. For me and my gal. Love to hear The that birds sing. are Hear the sing, hear singing. the sing. For me and my gal. For me and my gal. Everybody's been knowing to a wedding they're going, and for weeks they've been sewing every Tuesday and Saturday. They're congregating At the gate. for me and my gal. The The bride. parson's Have a wait, waiting have a wait. for me and my gal. And sometime I'm gonna build a little home for you, for 3 or 4 or more, in some land
For Me My Gal. Yes, avec Van Schneck, donc numéro 6 pour ce qui est du top 10 de l'an 1917. On est rendu au top 5 déjà. Donc, oui, je vous avais promis de parler du Canada en guerre, effectivement. Donc, ça a été un pays un pays majeur durant la Première Guerre mondiale. C'est sûr que nous étions sous le joug britannique à l'époque. Donc, c'est ça. Et là, ben, l'Angleterre avait le pouvoir de dire, bon, ben, regardez le Canada, on a besoin de renforts. La même chose aussi, là, ce qui est arrivé pour ce qui est des Australiens, des Néo-Zélandais, et Terre-Neuve aussi. Donc, effectivement, mais sauf que il y aura eu beaucoup de belles batailles, que le Canada va gagner, mais il y a une défaite, par exemple, en 1917 qui va faire mal. C'est 3600 soldats canadiens qui vont mourir. Ça se passe entre le 9 et le 17 avril. Ça sera la bataille de la crête de Vimy en France. Et c'est la raison pour laquelle à tous les 11 novembre, on souligne vraiment, et ça se passe à Vimy, pour souligner qu'est-ce qui s'est passé là. Donc, il y a ça. Mais sauf que, bon, il y a du 31 juillet au 6 novembre, il y a la bataille de Pat's Chandale. Donc, c'est ça. Puis on appelle ça aussi la troisième bataille d'Ypres. Et c'est ça, il va y avoir les Belges aussi. Il va y avoir le Canada. Et puis, c'est ça. Donc, on va gagner cette bataille-là. Ça, il n'y aura pas de problème. Oui, on sera aux côtés des Belges, imaginez. Aussi, il y a aussi la bataille de la côte 70, toujours en 1917. Donc, c'est ça, c'est l'armée britannique et le premier corps canadien qui est commandé par le général Arthur Currie. Et c'est ça, donc, ça va se passer contre, bien sûr, l'armée allemande. Et c'est ça, donc, ça sera une victoire et une défaite aussi parce que ça va faire mal. En avril 1917, il y a aussi une escale d'un navire partant des États-Unis vers la Russie. Léon Trotsky, ben oui, qui a été emprisonné pendant 1 mois à Halifax, ici au Canada. Et finalement, on l'a relâché, il repart en Russie, où il va participer, il sera un des membres majeurs de la révolution russe, justement la révolution des bolcheviks. Parlant d'Halifax, par exemple, ben la ville d'Halifax, c'est le 6 décembre, Halifax, Nouvelle-Écosse, l'explosion du Mont Blanc. Qu'est-ce qui arrive? C'est un navire de munitions français qui a rasé environ 2 kilomètres carrés de la ville d'Halifax. Donc, on parle au-dessus de 2000 morts, 9000 blessés, 500 sont devenus aveugles, imaginez, et puis ça sera vraiment là un événement très triste. Ça sera pas la seule explosion qui va avoir eu lieu au Canada aussi. Il y a une autre explosion qu'on va en parler dans quelques instants. Parce que là, après ça, on va parler de Québec, la province et la ville de Québec, de ce qui est de 1917. Oui, et en 5e position, qui qu'on a? On a, oui, une autre pièce d'Éva Gauthier. Effectivement, elle était très populaire à l'époque. Hein? Donc, ça s'appelle Un Canadien errant. Voici Éva Gauthier, numéro 5 de l'année 1917.
lad. Although he's very, very bad, he could be oh so good when he wanted to. Bad or good, he understood about love and other things. For every girl in town followed him around just to hold his hand and sing. Oh Johnny, how you can love. Oh Johnny, heavens above, you make my sad heart jump with joy. And when you're near, I just can't sit still a minute. I'm so oh Johnny, please tell me, dear, what makes me love you so? You're not handsome, it's true, but when I look at you, I just oh Johnny, oh. Johnny tried his best to hide from every girl he knew, but even this he couldn't do, for they would follow him most everywhere. Then his friends got him to spend a week or two at home. It's worse now than before, cause the girl next door hollers through the telephone. Oh Johnny, how you can love. Oh Johnny, heavens above, you make my sad heart jump with joy. And when you're near, I just can't sit still a minute. I'm so oh Johnny, please tell me, dear, what makes me love you so? You're not handsome, it's true, but when I look at you, I just oh Johnny, oh. Please tell me, dear, what makes me love you so? When I look in your eyes and you tell me those lies, I just oh Johnny, oh. Numéro 4 de l'année 1917, donc c'était Billy Murray, Oh Johnny, oh yes. Billy Murray qui était, c'est pas la première fois que j'en parle, mais c'était sûrement le chanteur le plus populaire à cette époque-là, là, tu sais, au début du 20e siècle, là, c'était vraiment le chanteur qui était très, très, très populaire, qui est né en 1877 à Philadelphie. Il est décédé à l'âge de 77 ans. En 1954, donc c'est ça. Et lui, qui est un Irlandais en passant, donc c'est ça. Il va rejoindre la troupe vaudeville itinérante de 1893. Il va faire partie également des Minstrel Show, où c'est de la musique où des gens se déguisent en noir, là, les blackface, là, comme on dit. Alors, c'est ça. Et puis, il y a quand même une voix puissante, hein, c'est un ténor. Et puis, c'est vraiment là le chanteur le plus populaire, vraiment là, et très patriotique aussi, hein. Meet Me in St. Louis, The Yankee Doodle Boy. Il y avait beaucoup de musique assez très, 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 très patriotique pour ce qui est des Américains. Alors, c'est ça. Puis il va participer énormément avec l'American Quartet, qui est une troupe de chant. Donc, c'est ça, c'est Billy Murray. Donc, oui, effectivement, on va parler du Québec. Ouais. Ben, à un moment donné, en 1917, on découvre... on fait de la découverte de cuivre. On dit, ah, ouais, il y a dommage du cuivre ici. Ben, tabarouette, ça se passe en Abitibi. Et ça sera la fondation de Rouyn-Noranda. Oui, c'est comme ça va naître Rouyn-Noranda. Donc, eux, ils ont fêté leur 100e anniversaire en 2017. Donc, 1917, c'est la fondation de la ville de Rouyn-Noranda. Une autre fondation aussi, une épicerie, qui va devenir majeure au fil des années, mais il a fallu que ça commence quelque part. Et c'est en 1917, c'est la première épicerie de Sam Steinberg. Bien sûr, on connaît l'histoire, peut-être pour les plus jeunes un petit peu moins, mais Steinberg va devenir l'épicerie au Québec. Tu sais, même à un moment donné, on disait, je m'en vais faire mon Steinberg, peu importe, là, tu sais, peu importe où ce que t'allais, là.
c'était une expression populaire là, qu'on disait au Québec. Là. Donc, même si tu allais chez IGA, on disait tous, je m'en vais faire mon Steinberg. T'sais. Et Steinberg était très populaire. C'était vraiment, là, pendant des décennies, ils ont complètement dominé le marché. Et ça a pris quelques mauvaises décisions. Ça a pris le décès de Sam. Première des choses, un dénommé Gaucher qui avait ça en main. Et ça a été mal administré. Et en plus, il y a eu la création des épiceries unies. Donc, toutes les petites épiceries, là, les Bonichois, les Métros, les Richelieu, toute cette gang-là, se sont tous unis ensemble. Parce que ce qui arrivait, c'est que Steinberg était tellement gros que lorsqu'il voulait acheter d'un grossiste quelque chose, ben il avait un bas prix, là, tu sais. Donc, ça permettait à Steinberg de vendre moins cher. Tandis que, mettons, le Richelieu, lui, qui est là, puis qui a à peu près 7-8 magasins, ben il n'a pas le même pouvoir que Steinberg, là, tu sais. Puis les Jatteaux, il y avait les Dominium aussi à cette époque-là, de mémoire, là. Donc, on a fait une épicerie unie pour être plus gros que Steinberg et avoir les prix moins chers que Steinberg. Donc, là, ça crée une vraie concurrence pour Steinberg. Et là, on parle des années 80, là. Il a fallu attendre à ce moment-là. Et au début des années 90, ça a été la fermeture de Steinberg. Il n'était plus capable de soutenir. Mais Sam, ben lui, au moins quand il est décédé, son épicerie allait très bien. Donc, il y a une mauvaise nouvelle à Québec, par exemple. Imaginez, c'est l'armurerie Ross qui va fermer ses portes. Et vous allez me dire, OK, c'est comment ça? C'est que c'est quand même 2500 ouvriers qui sont mis à pied. Imaginez le taux de chômage, comment ça peut augmenter, ça. Ça fait augmenter, oui. Donc, l'usine qui va fermer, 2500 employés ouvriers qui vont perdre leur emploi à Québec. Et ça va ouvert en 1902. C'est Charles Ross qui a commencé à installer son usine de fusils sur les plaines d'Abraham à Québec. Et là, ben, ça sera la fermeture complète. Il y a aussi, comme je vous disais tantôt, la fameuse manifestation le 22 mai. Il y avait au-dessus de 10 000 personnes et ça se passait au carré d'Hauville. Donc, grande manifestation majeure parce que l'instauration de l'enrôlement obligatoire, c'est ça pour que les plus jeunes célibataires de moins de 25 ans, et après ça, il y avait des tranches d'or, là. Bon, ben, pour obliger des hommes à aller au front. Et puis, c'est ça. Et comme je vous disais, ça avait dérangé en même temps le dernier concert à la vie de Emma Albany au Capitole, qui était... je l'ai dit tantôt le nom, là, mais il y avait un autre nom à l'époque. Donc, c'est ça. Et puis, je l'ai dans la tête, je le vois le mot, mais en tout cas, j'en parle un petit peu plus tôt de ça. Oui, je vous parlais d'une autre explosion. C'est le 9 août. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une explosion d'une bombe à Cartierville, à Montréal. Donc, c'est un engin explosif saute près de la résidence de Hugh Graham et Cartierville. Graham est le propriétaire du journal le Montréal Stars. Donc, c'est ça, l'explosion qui survient à 3h30 du matin. Et ça a fait beaucoup de dégâts, mais cause aucune blessure. Hein? Il y avait 9 personnes dans la maison à ce moment-là. Et l'incident, c'est donc... sera tenu responsable à Élie Lalumière, fondateur de la Ligue constitutionnelle, est relié à l'opposition... c'est ça, là. Bon, c'est relié aux positions du journal qui s'affiche en faveur de la circonscription. Donc, le patriotisme de Graham lui a valu le titre de baron à Todstan de Utington. Donc, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu un référendum à Québec. Et ça, c'est spécial. À la Ville de Québec, on fait un référendum le 4 octobre. OK? Et c'est un référendum municipal. Oui, hein, dire que c'est ça qu'on demande pour le tramway, 3e lien, mais bon. La population de Québec s'est prononcée, oui, pour une politique de prohibition de l'alcool par une majorité de 3220 voix. Ouais, on a dit non, nous autres, ça va être tranquille l'alcool. Tu sais, c'est ça, là.
Donc, c'est ça. C'est quand même assez bizarre, là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, ça passerait pas, là. Mais les gens à l'époque ont dit, on boit trop, on va se laquer un peu à boisson. Ouais, c'est à peu près ça. Mais la bonne nouvelle, oui, une grande nouvelle à Québec. Ben, pour la première fois, la rive nord et la rive sud peut être traversée par un pont. C'est que ça faisait depuis... On avait commencé, le projet du pont de Québec, là, ça datait là du 19e siècle, OK? Et on avait fait le projet avec des ingénieurs et ainsi de suite pour que le tout se fasse... pour avant le 300e de Québec, le tricentenaire. Donc, c'était prévu pour 1907-1908, le pont de Québec. Et là, ben, il y a eu... Le pont a tombé une première fois, et ça a fait beaucoup, beaucoup de morts. Là, on se reprend, et c'était à l'époque là, du Titanic. Et là, ben, on reprend tout ça. Et une deuxième fois, le pont va retomber une deuxième fois, qui va faire un petit peu moins de morts, mais quand même. Donc, et en passant, oui, ils sont toujours dans le fleuve, hein, les deux premiers ponts de Québec. Et même à la marée basse, sur la rive sud, on peut apercevoir les vestiges du tout premier pont de 1907. Et là, ben, coudonc, on n'est pas dur, hein, ça porte malheur, ce pont-là. Et finalement, ben, on va installer le pont, puis là, il va rester... c'est ça. Puis le deuxième accident, c'est la travée centrale. Hein? Ce qui est arrivé, c'est que on installe la travée centrale et c'est là que ça l'a tombé. Donc, là, c'est vraiment là, en plein milieu du fleuve que ça l'a tombé. Et là, ben, c'est ça. Mais là, la bonne foi, c'est de 20 septembre 1917... Travée centrale du pont de Québec est tissée et avec succès. Et elle est là depuis ce jour. Depuis ce temps-là, ben, elle est toujours là. Donc, oui, effectivement, le pont de Québec, enfin, on peut relier la rive nord et la rive nord et la rive sud avec un pont sans avoir besoin de passer par un bateau. Parce qu'il y avait le traversier à l'époque aussi, là. Donc, l'hiver, on avait un pont de glace et il y avait le traversier. Et puis... c'est ça. Donc, à l'époque, on avait réussi à hisser avec succès. Il y avait du monde qui sont allés voir ça. Il y a des photos qui existent, là. Et puis, c'est ça. Mais j'étais là, puis quand je regarde la photo, il y a quelques photos. Quand je regarde des photos, je me dis, OK, le monde qui sont là pour voir la travée tomber, hein, parce que ça faisait 2 fois, là, qu'on avait eu des petits problèmes avec ça. Donc, c'est ça, c'est un petit peu le Québec. On va parler de sport dans quelques instants. Et là, on est rendu quand même à la 3e position. Et la 3e position, ça appartient à Original Dixieland Jazz Band. Ouais, ça c'est le nom du groupe en question. La pièce, c'est Darktown Strutter's Ball. Ben, c'est ce qu'on va écouter en 3e position de l'an 1917.
liberty. Your light of freedom will guide us across the sea. Every soldier's sweetheart bidding goodbye. Every soldier's mother drying her eye. Cheer up, we'll soon be there, singing the Yankee air. Goodbye, Broadway, hello, fans. We're 10 million strong. Goodbye, sweethearts, wives, and mothers. It won't take us long. Don't you worry while we're there. It's for you we're fighting too. So goodbye, Broadway, hello, France. We're going to swear our debt to you. Is the cry across the sea. We're united in this fight for liberty. France sent us a soldier, brave at the end, whose great deeds and fame we cannot forget. Now that we have the chance, we'll pay our debt to France. Goodbye, Broadway, hello, France. We're 10 million strong. Goodbye, sweethearts, wives, and mothers. It won't take us long. Don't you worry while we're there. It's for you we're fighting too. So goodbye, Broadway, hello, France. We're going to swear our debt to you. Don't you worry while we're there. It's for you we're fighting too. So goodbye, Broadway, hello, France. We're going to swear our debt to you. Les American Quartet avec Goodbye Broadway, Hello France. Je vous parlais que les Américains s'en allaient en guerre. Ben effectivement, ça a été justement une chanson qui faisait un clin d'œil justement à cette intervention militaire. Donc, 1917 dans le monde du hockey et du baseball. Ben, les champions de la Coupe Stanley, c'est les Metropolitans de Seattle. Ben oui, il y a déjà eu une équipe avant les Kraken. Ils ont gagné la Coupe Stanley, c'était contre les Canadiens de Montréal. Et c'est ça, et c'était la première fois qu'une équipe américaine gagnait la Coupe Stanley. Et 1917, ben, c'est la fondation en même temps de la Ligue nationale de hockey. C'est au début de saison 1917 et 1918. C'est la fondation aussi des Maple Leafs de Toronto. Donc, c'est ça, c'est la Ligue nationale de hockey officiellement créée. Et le Canadien de Montréal, ils sont membres. Mais malheureusement, les Bulldogs de Québec, non. Québec préfère attendre à cause d'un manque de fonds. Hein, et c'est dommage parce qu'on avait le meilleur joueur de hockey au monde en plus pour les Bulldogs de Québec, Joe Malone, qui va s'en aller avec le Canadien. Mais on a dit, on va attendre. On a un manque de fonds, on n'a pas assez d'argent pour l'instant, mais on va venir. Mais finalement, ils sont jamais revenus. Non, effectivement, il faut attendre vraiment en 1979-80 pour l'arrivée d'une autre équipe de Québec dans la Ligue nationale, qui est bien sûr les Nordiques. Donc, c'est les Métropolitains de Seattle qui ont remporté le championnat, la Coupe Stanley, dans le fond. Alors, au baseball. Au baseball. Oui, qui est le meilleur joueur de baseball en ce moment, en 1919? Ben, c'est 1917, c'est Shoeless Joe Jackson, qui est tout un joueur de balle à part de ça, un excellent... C'était pas nécessairement un frappeur... c'était une vedette, oui, mais c'était pas nécessairement un frappeur de coup de circuit, c'était plus un gars avec, bon, il y a une moyenne de 356 en carrière en 1917, et c'était la vedette des
C'était les White Sox de Chicago qui vont devenir après ça les Black Sox. Hein? Et c'est ça, donc, il y aura justement là, dans les gros joueurs, Shoeless Joe Jackson qui fait partie de cette gang-là. Et dans ça, c'est ils étaient dans la Ligue américaine, bien sûr. Et dans la Ligue américaine, il y avait aussi les Yankees, il y avait les Red Sox aussi, hein? Les White Sox de Chicago qui avaient gagné le championnat. Donc, les Red Sox aussi qui étaient très, 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 très forts à cette époque-là. Donc, c'est ça. Et aussi dans la Ligue nationale, on avait les... si on regarde pour ce qui est de la Ligue nationale en 1917, les Giants de New York étaient très forts, hein, qui avaient terminé premier aussi. Et puis, c'est ça. Donc, des gros noms, on avait quand même Enzi Zimmerman, qui était un des joueurs les plus importants des Giants de New York. Puis aussi, les Red Sox de Boston, eux autres, il y avait un petit jeune qui arrivait. Ouais, il frappait une fois de temps en temps un coup de circuit, mais c'était... Ouais, on trouvait ça quand même assez cute parce que le gars, il était capable de frapper et de lancer. C'est Babe Ruth. Mais Babe Ruth était beaucoup plus un lanceur à cette époque-là. Là. Babe Ruth était un lanceur et puis il avait même eu une belle saison en 1917. 24 victoires, 13 défaites. Et c'est ça, donc, il était un excellent lanceur. Pour ce qui est du bâton, de coup de bâton, comme je vous disais, il a joué 52 matchs, 2 coups de circuit seulement, 325 de moyenne. C'était un bon frappeur, mais c'est ça, c'est vraiment là. Puis en plus que c'était un joueur prometteur des Red Sox et 2 ans plus tard, les Red Sox s'en ont débarrassé. Il est devenu ce qu'il est devenu, on sait maintenant, la légende de Babe Ruth avec les Yankees. Mais pour ce qui est de Shoeless Joe Jackson, c'est le fameux scandale qu'il y avait eu, hein, c'était en 1919. Donc on est 2 ans avant le scandale de 1919. C'est que les gars ont fait exprès de perdre la Série mondiale pour un montant de 5 000 $, effectivement, qui est l'équivalent de 88 000 $ aujourd'hui. Donc, on avait banni Shoeless Joe Jackson. Mais à cette époque-là, c'était la vedette du monde du baseball majeur. C'était le meilleur joueur au monde. Alors, il nous reste une toute dernière chanson, le grand numéro 1, Nora Baez, Over There, qui est le grand numéro 1 de 1917. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit voyage-là, ce petit voyage à travers l'année 1917. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer, c'est vraiment le fun. J'adore faire cette émission-là. J'adore. On va rechercher des vieilles affaires, là, puis en même temps, on apprend tout, hein. On apprend toutes sortes de choses, là. Donc, mon nom est Eric, qui vous dit bye-bye. On se laisse avec le grand numéro 1 de 1917. Oui, Over There, de Nora Baez. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, everyone for liberty. Hurry right away, no delay, start today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, to be proud our boys in line. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the drum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over there. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Johnny, show the Hun you're a son of the gun.